Ils disent: «Vous y arriverez pas, il y a 4 mamies en loi de 48, elles veulent pas bouger. Elle a plus de 65 ans, elle est indélogeable et cetera, même si le logement s'écroule». Ah bah oui, mais bon, la loi, bah, la loi quoi? La loi, elle est merdique la loi, hein. En fait, la question, elle est pas, la valeur au sens, de l'argent, c'est la valeur au sens de l'usage. En fait, ça aussi, il faut arrêter. Il y a pas de propriétaire et de locataire. Tu as des gens qui vivent ensemble. S'ils vivent bien ensemble, ça se passe bien, quoi. Je te fais court, se dire qu'il faudrait faire des apparts pour les noirs et pour les blancs. Ouais, c'est pas très politiquement correct. Mais c'est la réalité, en fait. Bonjour Hervé, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que pour parler de tes zones de compétences et en fait pour te donner un peu de contexte aussi. Et bon, on vient juste de se parler là, donc on se connaît pas forcément beaucoup. Mais l'idée c'est que j'ai ce podcast où on parle avec des investisseurs qui souhaitent monter en compétences, qui de plus en plus parlent d'investir en immobilier, de rénover, restructurer, réhabiliter. Et souvent, en fait, quand on parle de réhabilitation un peu dans l'ancien, c'est un peu le maître mot en ce moment. On imagine peut-être plus juste une rénovation, améliorer une note du DPE. Alors sur un appartement type, on parle pas forcément du type de réhabilitation, restructuration qu'on peut faire dans l'ancien et qui a été, d'après ce que je sais beaucoup dans ton expérience, ce qui t'a accompagné beaucoup dans ton parcours et on peut en parler. Et donc je voulais orienter un peu ma conversation avec toi aujourd'hui, vraiment m'appuyer sur ton ample expérience et sur comment créer de la valeur finalement dans la réhabilitation de l'ancien, euh, pour un maximum de valeur pour un maximum de gens en fait. C'est un petit peu ça vraiment le grand thème que je pensais évoquer avec toi au travers de ton expérience. Et voilà, donc c'est pour te donner un peu le contexte, et c'est ce que je voudrais un petit peu aller chercher avec toi. Est-ce que peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais peut-être justement te présenter et nous indiquer dans quelle mesure voilà tu as touché à ces thèmes-là au long de ton parcours? Bon, déjà, dans ta question, il y a plusieurs choses à définir. D'abord, valeur, simplement. Qu'est-ce que la valeur? Et ça, c'est fondamental. Parce que si la valeur, c'est juste gagner de l'argent à court terme, faut pas faire d'immobilier. Faire de la bourse, par exemple, c'est plus facile. Que je répondrai d'abord à ça avant de me présenter. Tu vois, le bureau dans lequel je suis aujourd'hui, c'est le bureau de Napoléon situé place Bellecour. Donc là, tous les investisseurs ont les yeux qui brillent. En fait, en réalité, pas du tout, parce que ce bureau est abandonné depuis 20 ans. Parce que vu qu'il est classé monument historique intérieur-extérieur, il intéresse absolument personne. Depuis 2015, on n'a plus le droit d'accueillir du public. Depuis le début de l'année, il est en étiquette G, on n'a plus le droit de le louer en théorie. Donc tu vois, c'est déjà moins sexy, hein. Et en fait, il est magnifique. Donc en fait, la question, elle est pas, la valeur au sens, de l'argent, c'est la valeur au sens de l'usage qui est fondamental. Donc tu vas voir, je vais beaucoup tourner autour de ça parce qu'aujourd'hui, un investisseur, heu, s'il veut juste gagner à court terme, eh bien, ça ne fonctionne très mal en immobilier et de plus en plus mal. En réalité, si on est sur un objectif long terme, alors là, c'est autre chose. Et là, bien sûr, on va aller, dans les problèmes de réglementation qui sont, en fait, contre le long terme et qui, prônent le court terme. Voilà, on ira là-dessus. Alors, je vais me présenter, Hervé Tillier, donc on a monté le groupe Créqui, ça fait 30 ans. On est d'abord une bande de copains, on a acheté un premier immeuble en pleine crise immobilière, hein, on est dans les années 90 et tout le monde nous dit: «Ah tu con, tu devrais acheter, revendre, prendre ta plus-value et cetera». 90, hein. Bon, nous pour des raisons toutes simples, c'est qu'on a besoin de logements, bah, pour nous, pour nos gars. On va garder les logements, on va les louer. On découvre qu'il y a des systèmes que l'État favorise, notamment le loyer à prix modéré où on a un peu de subvention pour faire les travaux. C'est moins rentable, bien moins rentable que nos petits copains qui font des achats-reventes. Mais, en fait, ça va nous permettre, d'acheter un premier immeuble, de le rénover, de louer à des gens qu'on connaît à prix modéré. Ces gens qui vont devenir des fidèles du groupe forcément, parce que le logement aujourd'hui, c'est une part très importante, des revenus de chacun. Donc si, tes propres gars, tu les loges dans des super conditions à un loyer modéré, bah, tu leur, délivres un pouvoir d'achat qui est largement supérieur à un salaire, tout simplement. Donc déjà, tu vas créer une communauté et là, on va faire un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, 4 immeubles. Ah et puis on va continuer et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a vendu vraiment le minimum, genre vraiment, parce qu'on a besoin aussi de générer un peu de cash, mais sinon, si on peut garder, on garde. Les 3/4 de nos projets, si on peut les garder, on les garde, en fait. Alors on gagne pas beaucoup,
à court terme, mais on constitue effectivement du patrimoine à long terme. Donc c'est l'idée du groupe PA. Ensuite, ben, on va intégrer les métiers au fur et à mesure de nos compétences, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on va intégrer, le bureau, d'études, structure, on va intégrer, la gestion, on va intégrer, le syndic, on va intégrer la finance, on va intégrer énormément de choses autour de ce modèle pour le faire fonctionner. Et en partant du principe qu'on cherche pas à être ultra performant dans un seul domaine. Et aujourd'hui, c'est le même problème qu'on a au niveau du système. Quand tu es très performant dans un domaine, ça implique indirectement que tous les autres domaines fonctionnent. Parce que si tu es performant et que tout s'écroule, bah, tu es plus rien, en fait. Et tu vois, c'est très différent. C'est que nous, on cherche pas à être les plus performants, on cherche à emboîter, c'est-à-dire d'être toujours à la marge sur énormément de sujets. Donc, ce qui implique, on va aller, chercher, tous les métiers. Donc, forcément être moins performant que les autres, hein. On est bien moins performant, mais l'addition fait qu'on est bien plus performant au global sur notre, méthodologie. Je suis bien moins performant qu'une banque, je suis bien moins performant qu'un bureau d'études hyper spécialisé dans le neuf, je suis bien moins performant qu'une société de gestion ou qu'un syndic, mais tout réuni, faut que cet ensemble, il fonctionne et surtout en cas de crise, les impacts sont plus faciles à absorber sur une chaîne complexe que sur une seule unité. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui, en promotion notamment immobilière qui est en train de s'écrouler parce qu'ils sont très, très, très performants sur un seul truc, mais tout est en train de s'écrouler autour d'eux. Le prix des matières premières qui explose, leurs méthodes de construction qui peuvent pas remettre en cause, les taux qui ont monté, enfin, et cetera. Les avantages fiscaux qui disparaissent et sont en train de s'effondrer tout simplement. Et depuis le début, tu dis depuis le début, le milieu des années 90, quand tu as démarré, c'était le leitmotiv d'être vraiment être en complémentarité, être sur tous les aspects. Non, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait, si tu veux, à chaque fois, ben, quand on a commencé les travaux, là, on n'avait pas trop de moyens, donc forcément, on a focalisé sur la partie travaux. Donc, ça a été, effectivement cette première base où on a commencé à rénover. Déjà un peu en désaccord avec ce qui se faisait, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, si tu veux juste rénover, faire propre, obtenir un DPE, bon, bah, tu peux, hein, c'est facile, hein, tu achètes de la laine de verre, tu mets du placo et hop, tout va bien. C'est pas très durable, en fait, hein. Alors quand je dis: «C'est pas très durable», je te parle pas, avec une étiquette, écologique, éthérée, hein. Je suis très basique, hein. C'est que moi je l'ai fait, mais en fait, quand on démonte nos murs aujourd'hui, on s'aperçoit que la laine de verre, elle a glissé, donc ça isole rien du tout. Donc en fait, c'est toujours pareil, si tu es sur une optique court terme d'achat-revente, tu fais ça. Si tu as un bon DPE, tu revends, tout va bien. Si tu es dans une optique long terme, où ton objectif, c'est de faire baisser les charges de tes usagers, parce qu'avec la crise, le gaz qui augmente de 40, je préfère qu'ils me payent le loyer que du gaz, tu vois? C'est tout bête, hein. Bah, tu es pas dans la même optique. Donc le prix n'est pas le vraiment le facteur, à regarder, c'est plutôt le facteur de longévité, quoi, tu vois? De longévité, de durabilité de ton bâtiment. Alors bien sûr, tu rejoins l'écologie, mais au sens, on va dire, pas dogmatique, quoi. Tu rejoins la durabilité, voilà, la durée, gérer un bâtiment dans la durée, quoi, tu vois? Ouais, tant de l'usage et de la ouais, C'est de ça. Bah, façon de nouveau, la pragmatique, quoi. force de l'usage. Quand je fais du loyer modéré, quand l'objectif de ma mission de gestion d'un immeuble, c'est de faire baisser les charges de mes usagers. Tu vois bien on va vers un sens qui est commun et qui fait que ça fonctionne. Et alors comment ça se traduit? Bah, très simplement aujourd'hui, par exemple, dans l'immobilier, les taux d'impayés, notamment en habitation, sont en train d'exploser, hein, littéralement, hein. C'est-à-dire que tu as, je crois que les taux, FNAIM, impayés, c'est plus de 7 aujourd'hui, hein. Pas pour te donner un ordre d'idée. Et alors dans le parc social, ça explose, littéralement. La garantie de loyer, par exemple, dans le parc social, qui est la garantie Visale, qui était illimitée, vient d'être plafonnée à 9 mois dans le parc social. Donc tu as une explosion des impayés dans le parc social. Et ben nous, dans notre parc, où on est en loyer modéré, alors c'est pas vraiment du parc social, parce qu'on n'est pas dans du très social, c'est des gens quand même choisis avec plafond de ressources. Bien le taux d'impayé moyen, il est de 1. Tu vois là où on attaque le côté rentabilité? C'est que le Ouais. fait d'avoir fait durable, eh bien, à l'arrivée, j'ai moins d'impayés que des autres. Mais quand je dis moins, c'est 7 fois moins quand même, hein. Ouais, ouais, non, c'est énorme, c'est énorme. Bah, Ça, c'est c'est parce que colossal et que c'est en train de s'aggraver et nous, ça va. Ça veut pas dire qu'on va pas être impacté. C'est pas un moment donné, mmh. forcément, je veux dire, on peut être impacté, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et nous, l'effort, il est là. C'est-à-dire comment on réduit encore les charges. Un exemple tout bête, sur des petits immeubles de 4-5 logements, on organise le ménage de manière collective.
Ah bah, comment? Tout simplement, on t'explique juste aux gens qu'une femme de ménage, elle va te coûter entre le déplacement, le machin et cetera, elle va te coûter 20-25 balles de l'heure, d'accord? Bah, moi, je suis désolé, 25 balles de l'heure, tu calcules, c'est un ouvrier spécialisé. Le mec, il va dire: «Attends, je vais pas me crever la paillasse à travailler 1 heure pour payer une femme de ménage plus cher que ce que je vais payer», tu comprends? Donc quand tu vas sensibiliser les gens à ça, bah, ils font le ménage ensemble, tour de rôle, sur les petits immeubles, hein, sur les petits immeubles et en fait, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de baisser encore le niveau de charge. Tu vois, tu collectivises, un maximum le fonctionnement de l'immeuble. Moi, l'immeuble, j'aime bien expliquer, c'est un navire. Tu as un navire en mer, lui, il va être autonome et moi, il va coûter cher et tout le monde va être content. Parce qu'encore une fois, toi, tu es propriétaire. Payer une femme de ménage, aller changer une ampoule, ça a aucun intérêt pour toi. Par contre, quand tu dois facturer ton ampoule 30 balles, tout le monde comprend que ça marche pas et tu crées en fait un fractionnement entre l'usager et le propriétaire et c'est une connerie. Tu as vu, j'emploie le terme usager, parce que dans mes usagers, j'ai des propriétaires. En fait, ça aussi, il faut arrêter. Il y a pas de propriétaire et de locataire. Tu as des gens qui vivent ensemble. S'ils vivent bien ensemble, ça se passe bien, quoi. Dans tes immeubles, toi, du coup, enfin, c'est des locataires uniquement ou il y a aussi des Des propriétaires? propriétaires, j'ai de tout. T'as un peu de mix, ouais. Ok. Donc l'idée, elle est vraiment d'organiser un système de gestion, collective de l'immeuble, hein. Est-ce qu'on peut se faire juste une idée en fait de la dimension justement de ce que et du type en fait de d'opérations sur lequel tu es allé justement les dernières années pour avoir une idée aussi de type de produit que tu voilà, tu dis que tu as vraiment tout gardé hein, essentiellement et donc est-ce que Mmh. c'est des petits immeubles, des grosses unités, des grosses réhabilitations, c'est juste pour Alors, avoir un périmètre un peu. Ouais. pour avoir un périmètre, déjà, on est dans de l'ancien, hein. Donc faut pas fantasmer sur des opérations de 200 logements, hein. Ma plus grosse opération, elle doit faire 56 logements, OK? Donc déjà, pour donner le périmètre. Ensuite, ça dépend des vies. De nouveau, l'intérêt de notre métier dans l'ancien, la règle, c'est qu'il y a pas de règle. En fait, moi, quand j'arrive dans une ville, alors je travaille beaucoup avec les collectivités, on essaye de travailler dans le cadre de projets urbains. Alors tout simplement pourquoi? Parce que quand la collectivité fait une ligne de tram, eh ben, c'est assez évident que tu vas avoir une valeur qui va être créée, tu vois? Quand, je suis à Nice en ce moment, on fait la ville a décidé de végétaliser, de faire la coulée verte. Tous les immeubles autour de la coulée verte, ils vont prendre de la valeur. Alors, d'ailleurs, une valeur d'usage qui se traduit par une valeur monétaire. Bon, ce qu'il faut rechercher, c'est la valeur d'usage. Ensuite, ça se traduit par une valeur monétaire. Ou pas, mais c'est pas important en fait. Que si ton immeuble il fonctionne bien, hein. Moi, la valeur de plus-value, moi, je la recherche pas. On l'a, mais je la recherche pas. En plus, la plus-value est tellement taxée aujourd'hui, tu as assez peu intérêt à faire de la plus-value. Tu as plus intérêt à essayer d'être sur le vraiment le long terme. Alors après, on a on intervient à plusieurs niveaux. Donc d'abord, nous, on cherche un projet. On ne cherche pas à faire de la plus-value, à faire, t quand j'arrive à Nice, tout le monde veut aller à Nice pour gagner des sous. Bon, très bien. Et je suis pas contre, hein. Je dis juste: «Ben, super, mais ça veut dire que là, tu as intérêt à avoir beaucoup d'argent» et à Nice, je peux te dire qu'il y en a des gens qui ont de la thune, hein. Donc si tu veux en avoir plus que ceux qui en ont déjà beaucoup, c'est pas bien engagé, hein et puis tu vas te faire rouler, ça va pas y aller. Donc moi, je cherche quand j'arrive à Nice, alors il y a toute une histoire derrière, bien entendu, j'arrive pas comme ça, hein. Comme j'ai beaucoup travaillé avec la collectivité, j'ai des projets, on m'indique que ça dysfonctionne. Donc je vais voir et je me dis: «Qu'est-ce que moi je peux apporter à Nice?» et Nice a un problème, c'est qu'il y a une tension qui est incroyable au niveau du marché locatif, d'accord? Il y a pas de biens dispo, quasi pas et quand tu as un immeuble qui est à vendre en bloc, comme tous les investisseurs veulent des immeubles vides, parce que tu sais que la loi protège pas mal les locataires, donc très compliqué de le vider. Mais pour vider un immeuble, ça coûte tellement cher que le prix de ton immeuble à l'arrivée, il est pas jouable et alors inutile de te dire que si tu dois faire du logement à prix modéré derrière, il y a plus personne. Donc on voit bien qu'il y a un axe. J'ai des immeubles insalubres, occupés, qu'il faut rénover, qui sont vraiment insalubres, hein, c'est-à-dire, même d'ailleurs au niveau de la loi, si tu pousses un peu, quasi pas louable, hein. Personne veut reloger les gens dedans. Tout le monde veut acheter des immeubles vides. Tu te doutes bien que si moi j'achète un immeuble plein, je ne vais pas payer le même prix. Si je l'achète plein et que je fais du logement à prix modéré, j'ai la collectivité qui me file un coup de main en plus, voire qui me fait le sourcing, voire même qui préempte. C'est pas mal. Et je m'aperçois que la ville, depuis 2009, avait ciblé 30 immeubles vraiment très dégradés pour les rénover. Et quand j'arrive en 2015, ils en ont fait aucun. Et d'ailleurs, c'est bien le signe que c'est pas une question de pouvoir, d'argent ou d'homme. Parce que l'État, il a plus de fric que moi, il a plus d'hommes que moi, et il a convoite. Et il n'y arrive pas. Donc on sent bien qu'il y a autre chose. Bah, c'est cette autre chose, moi, qui m'intéresse. Voilà.
Et cette autre chose, c'est quoi? Ben, l'État, il est bien, mais quand il envoie des recommandes aux locataires, il va pas les rencontrer. Et en fait, c'est dans l'humain qu'on va être nous les plus performants. Donc, on va prendre ces 30 immeubles, on va les travailler. Aujourd'hui, on en a sorti 22. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. 2015, 2025, 10 ans. Voilà, c'est le genre de projet que fait le groupe. Et là, j'ai personne dans les pattes. J'ai pas des milliardaires qui vont enchérir plus que moi, parce que c'est pas un problème d'argent. Tu comprends? Ouais, là, je vois bien que par exemple, sur ce type de projet, je comprends pourquoi personne d'autre n'y va. Enfin, c'est vraiment avoir en fait avec toi le temps long, là, à l'horizon, les 10 ans, personne les attend. Ah Là, mais c'est j'adore. Moi, mon premier immeuble, c'est l'État lui-même. Donc, enfin, je veux dire, ils sont, excusez-moi, au sommet de la chaîne alimentaire, hein. Ils disent: «Vous y arriverez pas, il y a 4 mamies en loi de 48, elles veulent pas bouger». Avant de me dire cette phrase, moi, je vais voir, OK. 4 mamies, je les visite chez elles, je discute, c'est dur. Le plus dur, c'est alors j'y vais moi-même, hein, les premiers immeubles toujours, parce qu'après tu mets tes gars, mais il faut bien analyser la situation. Qu'est-ce que je m'aperçois, les mamies? Elles sont dans des logements, mais je te dis même pas, hein. Par contre, évidemment, c'est des femmes seules. Je tombe sur 4 femmes seules. La plus âgée a 98 ans. Elle habite au 4e étage sans ascenseur, avec un immeuble où ça soigne sur les murs. Et elle veut pas bouger, elle a vécu toute sa vie là, tu comprends? Bon, ben, tu as pas 50 solutions. Nous, on regarde un peu ce qui se passe. Je prends, une nana qui était incroyable, que j'avais rencontrée pareil par hasard, hein. Ça aussi, c'est un autre truc, le hasard heureux, hein, il est très, sensible à ça. Tu as toujours des ressources, le tout, c'est de les mettre en œuvre sur place et pas chercher un modèle standard. Chaque immeuble que j'ai fait, il y a pas de modèle. Chaque immeuble est différent. On l'aborde de manière pas du tout standard. Et donc cette mamie, j'aime bien raconter son histoire. Bon, pas moyen, elle veut pas bouger. En plus, avant, il y a eu des marchands de biens qui ont essayé de la faire partir un peu de force. Donc tu te doutes qu'elle commence à écrire à gauche, à droite, c'est chaud. On va la voir, on discute simplement, voilà. Bon, à minima de réparer déjà les fuites qu'il y a chez elle, parce que c'est quand même vraiment, voilà. Et en fait, quand mes gars, je les envoie déjà réparer, tu te doutes que l'objectif est pas que de réparer, c'est de discuter un peu avec elle, quoi. Et je trouve que cette stratégie a aussi un autre avantage, c'est que je ne suis pas là pour faire un immeuble. Et donc sur ce quartier, j'en ai 5. Et j'en ai un qui est rénové, et j'en ai un qui est plein sud, un 3e étage avec ascenseur. Et ben, tout le travail a consisté juste un jour où elle revenait du marché, ma nana qui était sur place, toujours pareil, elle l'a emmenée dans l'immeuble. Elle voulait pas, hein, elle a dit: «Oh non, venez voir quand même». Elle est venue, elle est montée au 3e étage, il y avait un petit balcon pour son chat. On lui a dit: «Bon, est-ce que vous pourriez au moins déménager en temporaire là? Puis vous reviendrez après, mais au moins en temporaire». Bah, ça a marché. Et donc les 4 manouilles là, en soi-disant, injouables, en 2 mois, c'était plié. Et donc les gars, ils te regardent, ils disent: «Mais, comment vous avez fait? Vous êtes un extraterrestre?» «Ah ça, c'est parce qu'on a des Tchétchènes dans le groupe, vous comprenez?» Enfin bon. Mais enfin, pas du tout en fait, c'est juste que pas débiles, mais, si tu les prends pour des cons, bah, ça va pas marcher. Si tu les braques parce que la loi, elle est quand même sévère là-dessus, hein. Je veux dire, tu as à peine le droit de leur dire bonjour, on peut presque porter plainte contre toi, hein. Elle a plus de 65 ans, elle est indélogeable et cetera, même si le logement s'écroule. Ah bah, oui, mais bon, la loi, bah, la loi quoi? La loi, elle est merdique la loi, hein. Par contre, évidemment, tu comprends pourquoi ces lois sont faites aussi, parce que tu as des marchands qui sont sans scrupules. Vu les prix d'immobilier à Nice, tu dézingues la Manille, l'immeuble, il fait x5, hein. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Non, mais c'est une super histoire et ouais, c'est clair et ça te donne aussi le pouvoir de la négo et du psychologique humain en fait, d'apporter juste de la valeur en apportant du Exactement. mieux Et de former des gens à ça. Et donc tu peux mmh. pas avoir des mercenaires. Moi, les gens qui font ça, ma petite qui s'occupe de ça, elle s'appelle Marina, elle est russe, et si tu aimes pas les gens, tu peux pas faire ce métier, hein. Tu vois? Parce que Ouais. la manie, on l'a relogée. Si j'avais dit: «Tu dézingues la manie», elle l'aurait jamais fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai des gens, ils sont vraiment, le c'est ce qu'on appelle la transgression éthique. Tu m'en as parlé, c'est exactement ça. Parce que là, normalement, au niveau de la loi, on n'a pas le droit de faire grand chose, hein. Tout le monde est pensé, hein. Quand tu parles de transgression éthique, du coup, tu dis de pas forcément contourner les lois, mais pour toi, c'est de Ah dire bah là, que, trouver le levier, quoi. c'est pas trouver le levier. Dans transgression éthique, transgression, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as une réglementation et tu t'aperçois qu'elle ne fonctionne pas. Alors, quand elle fonctionne pas, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle fonctionne pas pour moi, elle empêche mon groupe de gagner du pognon, c'est pas éthique, tu vois? Mmh. Bon, éthique, c'est ces manies qui vivent dans un environnement dégueulasse. Moi, ça serait ma grand-mère, je te la prends par la main et je la déménage. C'est pas compliqué. C'est ça l'éthique. C'est-à-dire que c'est ce que je ferais si c'était ma grand-mère, c'est tout. Voilà. Et là, il y a pas de discussion. C'est la convergence des intérêts aussi parce que sinon, C'est ça pourrait ensemble, fonctionner. on se dit Ouais. ça fonctionne pas, quoi. Mmh. Bon, on va prendre un exemple de transgression éthique un peu plus sévère sur lequel je lutte, fort.
Les DPE. Tu me parles des DPE. Très bien. Alors déjà, partons de la base. L'idée, elle est bonne sur le principe. Il faut baisser la conso, etc. Enfin, l'idée, on l'a perdue depuis belle lurette. Parce qu'aujourd'hui, un diagnostiqueur qui vient, regarde, il regarde mon bureau, croit qu'il va démonter les boiseries pour voir ce qu'il y a derrière. Et donc, il ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Et donc, accroche-toi. Hein. On est con à un point qui dépasse l'entendement. Hein. On dit donc que ce qui existe, ça compte pas et il n'y a que l'isolant qui compte. Bon, je suis à Lyon là. OK? J'ai un mur en pierre de 60, il fait froid. J'ai froid. Bon, isoler, ça peut être une bonne idée. Mais à Nice, très mauvaise idée. Parce que si tu isoles un mur en pierre, où le froid, malheureusement, enfin, heureusement pour eux, dure 2-3 mois, c'est le chaud le problème. C'est qu'à partir de mai, il fait une chaleur du diable, et que si tu isoles, tu fais l'effet inverse. La réglementation thermique te dit d'isoler, de baisser la hauteur sous plafond dans l'idée de chauffer un volume moindre. Mais c'est la même règle à Lille et à Nice. Et tout le monde est con ou Donc, quand tu isoles un logement à Nice, l'été, c'est un four. Mais c'est grave parce que cet été, notamment les bailleurs sociaux ont isolé les immeubles. Il y a une surmortalité dans les immeubles isolés. Hein. Donc là, il y a urgence. La transgression éthique, on est en plein dedans. Hein. Là, il y a urgence à ne pas respecter la réglementation. Hein. Mais urgence. Hein. Mais encore une fois, c'est un problème local. Et on a fait loi générale. Ça marche pas, c'est tout. Et attention, ça marche pas. De nouveau, il faut un peu s'y connaître. Il faut pas dire, ouais, c'est n'importe quoi, la loi, elle est débile. Alors, oui, dans ce cas-là, elle est, mais ce qui est surtout débile, c'est qu'on a perdu le sens. Le but, c'est de diminuer la conso. Bon, ben, je vais faire ça. Ça, je vais la diminuer, la conso. Tu vois? Et c'est là où est l'éthique. C'est-à-dire que moi, quand je le fais, c'est pas pour mettre moins de travaux et gagner plus en marchand bien. Tu comprends? C'est ça le problème. Quand je le fais, moi, l'idée, elle est de me dire, je veux améliorer le confort de mes habitants et je veux qu'ils consomment moins. Et ben ça, c'est très facile à faire, en fait. Je prends les factures de mes usagers avant travaux, je fais mes travaux et je regarde des factures après travaux. C'est simple à constater, hein, mais il n'y a pas besoin de faire une grande équation, de faire des grandes études. Ce qu'un diagnostiqueur ne veut pas faire, puisque lui, il vient et il doit en 2 heures faire le diag de l'appart et dans ses foutrement rien. Parce que dans cette problématique de consommation énergétique, tu as d'abord l'humain et tu as bien sûr le bâtiment. Donc, il faut 2-3 connaissances. Je vais te donner 2-3 exemples. Un bâtiment en béton, par exemple. Béton armé. Le déphasage, c'est-à-dire le temps que met une température à passer à travers le mur pour aller de l'autre côté. Okay, le déphasage. Un mur en béton de 20 cm, le déphasage, c'est 3 heures. Mmh. Un bâtiment en pierre de 20 cm, le déphasage, c'est 8 heures. Un bâtiment en briques creuse, le déphasage, c'est 12 heures. Passage, les Romains, ils connaissaient le béton. Ils ont fait l'aqueduc, les ponts du Gard, tout ça. Pourquoi ils n'ont jamais fait d'habitation avec? À cause du déphasage. Parce que c'est de la merde. Pour ça que les maisons romaines sont en briques, sont en terre, sont en pierre. Parce que quand ils construisaient, ils avaient beaucoup moins de moyens technologiques que nous. Il fallait que ça soit tout de suite correct. Et le déphasage, ils l'avaient bien compris. Et d'ailleurs, quand tu te balades en Bretagne, ou en centre, en Normandie, même à l'étranger, les maisons anciennes ne sont pas du tout conçues de la même manière parce que tout simplement, elles sont adaptées au phénomène climatique. Donc, le déphasage, ça veut dire que, par exemple, un immeuble en béton à Nice, là, il faut l'isoler. Parce que si tu ne l'isoles pas, ton déphasage, il est nul. Hein. Donc, tu vois, toute la problématique, c'est qu'il n'y a pas de règle, en fait. Et alors là, panique à bord, quoi. Parce que s'il n'y a pas de règle, ben, comment on fait? Et si l'objectif n'est pas de faire bien et durable, bah, tout le monde va faire n'importe quoi. C'est là où le législateur, il est complètement coincé. C'est là où tout le monde est... Voilà. Et quand tu es dans une optique court terme, en fait, si tu fais mal, tu fais passer un diag, tu as ton truc, tu vends et tu es protégé. Si tu fais bien comme je fais et que je vends, je peux même être emmerdé, c'est l'inverse. Si je vends mes bâtiments qui fonctionnent, mais qui sont en étiquette G, je peux me faire attaquer. Ça marche pas. Mais c'est ça, ouais, c'est ça, mais c'est ça aussi où, c'est là où je voulais t'emmener, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, et tu as trouvé, en fait, la façon, en fait, de remplacer le bras public, qui est pas forcément compétent, surtout, de redresser les choses pour que ça soit cohérent et logique, et que tu disais, voilà, les régionalités et tout fait que tu peux pas avoir la même loi pour tous. Je suis super ok pour ça, mais comment t'arrives à contourner concrètement, du coup, quand même, une loi qui, enfin, tu es pas au-dessus de cette loi, malheureusement, même si tu as raison. Je suis d'accord, c'est matin nouveau aujourd'hui. Non, je fais pas le malin. 2 choses. La première, c'est que le système étant fou, et je vais t'en donner la preuve, il a fait une loi en 2017 qui est la loi ESSOC. Le droit à innover. C'est une loi magique. En fait, elle dit juste que si tu fais n'importe quoi, le risque, il est sur ta gueule. J'accepte.
Ça veut donc dire qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. On en revient à la transgression éthique. Je t'ai dit, quand je fais quelque chose, je mets des capteurs, hein. Je mets des capteurs chez mes locataires, c'est très simple. Tu as besoin de la température extérieure, de la température à l'intérieur et de leur note d'énergie. C'est quand même pas bien compliqué. Alors pourquoi ces 3 critères? Parce que on va être basique, mais quelqu'un qui vient, des pays du pourtour méditerranéen, il chauffe plus qu'un nordique et la génétique, c'est dégueulasse, hein. Je te fais court, se dire qu'il faudrait faire des apparts pour les noirs et pour les blancs. Ouais, c'est pas très politiquement correct, mais c'est la réalité, en fait. Tu comprends déjà, premier problème. D'où la note d'énergie, parce que même si tu isoles, quelqu'un qui va chauffer à 23, quelqu'un qui va chauffer à 17, c'est le double, hein, le conso énergétique tu comprends? Donc déjà, dans tous les cas, faire une réglementation unique à 19, il y a personne qui est content. L'Alsacien, il a trop chaud et le black ou les gens du Maghreb ou des gens pourtour méditerranéen, c'est pas forcément une question de race, c'est vraiment une question d'habitude, de température. Ils ont froid. Donc déjà, super. Est-ce que tu as quand même une loi dans le code de la construction qui interdit de chauffer à plus de 19 degrés? Donc déjà, cette loi, elle satisfait personne. Super. Bon, mais on n'en a rien à foutre de cette température. Je rappelle que l'esprit au départ, c'est de consommer moins. Donc, on se met dans la loi ESSOC et on dit, ben voilà la consommation initiale du bâtiment. Et on la sait, puisque nos bâtiments étaient occupés, on a des factures d'énergie. Et voilà, on va aller. Et là, on constate bien que ça marche. Et à partir du moment où ça marche, tu peux te mettre sous le couvert de la loi ESSOC, la responsabilité est sur ton dos, j'ai la preuve que ça marche et je suis pas emmerdé. Et la preuve peut pas être non plus contestée. Si tu l'apportes, si il y a des contrôles, s'il y a un retour, tu as effectivement disant voilà, j'ai fait ce qu'il faut, mais tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un peu de côté un peu de libre arbitre aussi dans l'interprétation du résultat qui est là, quoi. Alors, tu as raison et tu as tort. C'est-à-dire que comme tu raisonnes à l'unité, ça peut des cas ne pas marcher. Donc là, soit c'est un problème de personne, j'insiste hein, vraiment là-dessus, dans demande, soit c'est un problème de bâtiment. Mais on ne veut pas que ce soit un problème de personne. Notre société est malade de l'égalité, donc forcément, on veut que tout le monde soit égaux. Mais tout le monde n'est pas égaux. Je vais prendre 2 exemples très concrets. Là, j'ai eu une mission récemment pour le compte d'un bailleur social qui veut rénover, passer dans une étiquette, etc. Moi, je suis pas d'accord par principe, parce que c'est un vieil immeuble, je trouve ça con. Bon, on visite. Et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs catégories de population. Et notamment, tu as une catégorie qui est terrible, c'est les gens qui ont vraiment pas de sous. Pour le coup, ils chauffent pas. Bah eux, pour leur faire baisser leur consommation énergétique, tu vas t'amuser puisqu'ils chauffent pas. Alors c'est là où la loi est dégueulasse. Accroche-toi, hein, chez les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, comme ils louent à loyer modéré, pour financer les travaux de rénovation de leur parc, ils ont le droit d'augmenter le loyer de leurs locataires de la moitié de l'économie théorique qu'ils leur font faire. Tu vois la cata? Donc là, les gens qui ne chauffent pas parce qu'ils n'ont pas de sous, tu vas les voir, ils sont en étiquette G. Ils doivent consommer, en théorie, ils sont un T3, 1300 balles de conso énergétique. Tu fais les travaux. Super, maintenant ils doivent consommer 600. Ce qui n'est même pas réel, mais admettons. Ils ont le droit d'augmenter le loyer de 1300 moins 600, divisé par 2. Les gars qui n'ont déjà pas de sous, qui ne chauffent pas, il y a un problème. Comment tu gères ça? Et en fait, ils sont prisonniers parce que quelqu'un qui ne chauffe pas, je sais, c'est pas terrible, mais il ne peut pas consommer moins. Et le but, c'est de moins de consommer. Donc, si le but est de moins de consommer, quand on va voir ces gens-là, soit c'est un immeuble de 41 logements que je suis en train de travailler avec un bailleur, on fait du cas par cas. C'est-à-dire, on ne va pas les laisser dans l'état en disant, ben voilà, on va plutôt chercher comment on peut améliorer. Mais si on leur dit, ouais, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors déjà, ça va se passer parce que leur loyer va augmenter en réalité. Et puis la deuxième chose, c'est que tu peux avoir un effet rebond. C'est ils ont tellement habitués à avoir froid que le jour où tu isoles, ils disent, ah, on va peut-être chauffer un petit peu. Et là, c'est une catastrophe parce qu'ils ont et l'augmentation de loyer et les notes d'énergie qui flambent. Donc, tu vas plutôt travailler avec eux en disant, voilà, bon, bah là, vous avez quand même vos fenêtres, c'est pas terrible, on va les changer. Attention, hein, ça ne changera rien à votre conso, mais vous aurez un peu moins de courant d'air. Salle de bain, il y a de l'humidité, on va le faire, etc. Et on va travailler plutôt pédagogiquement avec les gens qui consomment déjà rien pour qu'ils soient mieux dans leur logement et pas leur faire croire qu'ils vont avoir un gain de quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas de gain et surtout pas augmenter leur loyer. Donc là, tu as 2 travails. C'est qu'au niveau du bailleur, on va prétexter que c'est occupé, qu'on ne peut pas faire les travaux, mais on est presque en mode, tu vois, c'est là on est dans la transition. Le bailleur est d'accord parce qu'il a plein d'emmerdes derrière, hein. Donc on améliore le logement suffisamment pour qu'il reste bien sûr
dans les clous et on améliore le confort de l'habitant. Tu vois? Mais c'est là où c'est compliqué. Parce que c'est individuel. Et si tu fais un truc collectif, c'est une catastrophe. Comment tu t'y ressors économiquement là-dessus? Parce que tu parles du bailleur en tant que partenaire là-dessus, hein, avec qui tu attends un loyer modéré, donc un immeuble que tu acquiers. Non, là, celui-là, je ne l'acquiers pas. Je travaille pour le bailleur. Ah, d'accord, je comprends. Et j'ai plein de. Cette vision globale, si tu veux, d'immobilier fait que j'ai pas de. Je cherche pas. J'ai pas un seul schéma, en fait, tu vois. Ouais. Je cherche plutôt des alliances. Là, il se trouve que les bailleurs avaient besoin d'un coup de main sur certains trucs. On répond pas au marché public d'habitude, hein. Mais ils ont vu que chez nous, ça fonctionnait. Donc forcément, ça pose plein de questions. Mais comment vous arrivez à loger des gens âgés? Mais comment, etc., etc. Mais en fait, sur plusieurs immeubles, la ville de Nice, avec qui on a forcément une bonne entente, me demande de les aider sur leur bailleur. Donc je les ai aidés. Moi, si tu veux, encore une fois, notre moteur, non, c'est difficile à faire passer à travers un interlocuteur, mais c'est pas l'argent. Je sais pas comment te dire. Ça veut pas dire qu'on n'en gagne pas, mais se dire que ça, c'est pas le sujet. Quand la ville de Nice me dit: «Voilà, j'ai un bailleur en difficulté, vous y arrivez, est-ce que vous pourriez nous aider?» J'y vais. Pourquoi? Parce que la ville, en fait, si je l'aide, elle peut me renvoyer l'ascenseur x10, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et pas monétairement. Sur des accords notamment, par rapport à des systèmes Et qui sur seraient, plein de choses, quand tu sais ouais. qu'il y a quelqu'un qui est là pour œuvrer, pour faire ce qu'il faut dans la ville, sur l'usage qui l'améliore, tu le soutiens, c'est tout. C'est pas une question d'enveloppe, c'est pas une question d'être fils du maire ou je sais pas quoi. Question que tu es au bon endroit au bon moment et ça, je l'ai fait déjà dans plein de villes. Tu vois? En fait, on est perçu vraiment comme un outil. Les gens comprennent pas trop, ils nous prennent un peu peut-être pour des extraterrestres, hein, mais c'est des financiers, c'est pas des finances, c'est quoi? Enfin, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, ça marche, ils font ce qu'il faut sur place, ils rénovent, ils font quand c'est du bâtiment historique, ils font du bâtiment historique. Moi, je fais du haut de gamme et du social. Alors là, personne comprend, quoi, hein. Mais les 2 sont utiles à l'endroit où on est, tu vois? Tu as fait des projets notamment dans des zones pas forcément faciles, hein. Je crois que de base, tu es stéphanois, tu as fait des choses comme ça dans des, Oui. Mais en fait, à Saint-Étienne, si tu veux, pareil, c'était encore un autre sujet, mais toujours avec ces mêmes principes. La ville de Saint-Étienne voulait rénover, sa ville, bon, ce qui paraît normal. Mais en fait, là où, tout de suite, on fait des constats assez basiques, c'est que Saint-Étienne est une ville où il y a eu plus de 230 000 habitants, hein, avec son heure de gloire qui était, la période, des années 70. Bon. Lié d'ailleurs à une énergie abondante qui était le charbon, hein. Quand le charbon s'arrête à remplacer par le pétrole, la ville s'effondre. D'ailleurs, on voit l'incidence des énergies et aujourd'hui, tu vois, on a plein de sujets d'actualité, hein. Une énergie bon marché fait qu'une zone se développe très fort. Si l'énergie devient plus chère, ça se délocalise et la zone peut s'écrouler. Ça paraît bizarre, mais Saint-Étienne est la première ville qui a connu la décroissance. Décroissance qu'on risque maintenant de connaître dans d'autres villes. Tu vois, Lyon, à mon avis, on y va tout droit, hein. Parce que tout simplement, il n'y a plus de place, il n'y a plus de terrain, c'est trop cher. Donc, à un moment donné, tout simplement, la ville, elle s'éclate, quoi. Et Saint-Étienne est passé de 230 à 170 000 habitants. Alors, le problème des maires, de leur formation politique, des urbanistes, c'est qu'il n'y en a pas un qui a intégré la décroissance. Donc pour eux, il fallait produire, il fallait construire, voilà. Mais une ville qui passe de 230 000 habitants, tu es d'accord qu'il y avait des logements pour 230 000 habitants. Si elle passe à 170 000 habitants et que tu construis, qu'est-ce que tu fais? Tu la flingues, hein. Et aujourd'hui, Saint-Étienne, son plus gros problème, c'est que son prix de vente moyen, qui ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, il est inférieur au prix des travaux. Alors, ta ville, elle est au tapis, hein. Et donc, ton seul moyen, c'est l'inverse, soit faire venir de la population, il n'y a pas qu'un moyen, mais soit faire venir de la population, mais pourquoi faire? Ou deuxième moyen, réduire ton offre. Et donc, au contraire, préserver des plus jolis bâtiments, des trucs un peu moyens, c'est l'occasion de les démolir. Parce que Saint-Étienne, c'est une ville ouvrière, il y avait aussi des trucs achetés, quoi, hein, tu vois. Et donc là, il y a eu un projet, on a réussi, parce que ça marchait pas, hein, souvent, nous, on arrive un peu en roue de secours, hein. Et on se dit, nous, on ne veut pas faire votre grand projet, on va se concentrer sur un secteur, le secteur du Rock, c'est une colline, où là, nous, par contre, on ne veut pas de construction. Donc, il y avait des budgets à démolition, on veut que de la démolition, pas de construction. Alors, au départ, ils nous ont dit oui, un peu comme ça. Puis en fait, on a réussi à ce qu'il n'y ait aucune construction, que tous les terrains prévus en promotion soient plutôt des espaces verts, des jardins partagés, démolir. Et sur ce quartier, on a fait 102 immeubles et il y en a eu environ 300 détruits. Ce quartier est passé de 9e en termes de revenus par habitant à 2e. Ouais. Et en faisant du Transformer social. le truc, quoi. Comment tu t'en sors sur un projet comme celui-là économiquement pour le groupe? Alors tu disais
son principal objectif n'est pas uniquement financier, mais il faut quand même faire vivre le groupe. Comment, sur un projet comme ça, tu t'en sors? C'est quoi les leviers pour ton bilan économique? Mais t'en as plein. Déjà, regarde l'État qui démolit des immeubles. C'est-à-dire que moi, quand j'achète un immeuble à Saint-Étienne, j'ai le terrain de l'immeuble devant qui va me valoriser mon immeuble avec des jardins. Tu vois, l'idée de prix moyen veut rien dire. Quand aujourd'hui, tu as un immeuble à nous au Crête Rock, il vaut bien plus cher qu'un immeuble à Saint-Étienne. Parce que sa qualité de vie, sa qualité d'usage, et la stratosphère. Alors, au départ, sur le papier, tu te dis merde, c'est pas rentable. Alors, je peux pas faire une opération déficitaire complète. Ça, je sais pas faire. Et là, bon, bah, des fois, on recule. J'ai reculé dans beaucoup de projets. En fait, pareil, les gens, ils ont l'impression que. En fait, moi, c'est la quantité. J'ai fait beaucoup de projets, j'en ai échoué énormément. Et je les échoue pas, mais j'y vais pas. Par contre, ceux sur lesquels on a été, on a plein faire, quoi. On recule pas. Et ça, c'est un management. C'est les projets. Moi, si mon équipe les partage pas, j'y vais pas, tout simplement. Il faut vraiment qu'il y ait la Bienta, on s'engage sur longtemps. Il faut que tout le monde y croit. Donc, j'emmène tout le monde, on regarde qu'est-ce qu'on en pense sur le plan technique, sur le plan gestion. Parce que chaque ville va avoir des sujets différents. S'il n'y a pas une convergence de mon groupe, c'est mort. Donc, sur un projet comme Saint-Étienne, déjà, on sait que c'est pas cher. OK, donc il faut qu'on travaille autrement. Pareil, dans chaque ville, il y a des ressources. Clairement, Saint-Étienne est une ville où le prix de rénovation est le moins cher de France. Clairement, parce que les gens sont des merdes. Ouais, parce qu'il y a abondance d'offres sur cette partie main d'offre, quoi. Ça. Abondance de chez abondance, donc des merdes. Alors, pas basculer dans le travail au noir, parce que malheureusement à Saint-Étienne, beaucoup de travaux, c'est travail au noir. C'est pas ce qu'on fait, non, parce que comme on a aussi des aides publiques et tout, c'est là où on a des frontières. On essaye d'être quand même dans un cadre réglementaire, mais on s'interdit pas que, par exemple, certaines finitions sont faites par nos usagers. Ça, c'est une de mes convictions sur ces lignes-là. Je crois que malheureusement, on pourra faire que le gros œuvre et on ne pourra pas faire les finitions. Donc ça, on va accompagner dans le cadre de nos opérations les usagers à faire les finitions accompagnés par Volar, tu vois. Ouais. Donc pour le privé, mais pas pour le social, par contre. Ça fonctionne pas. Les deux, il n'y a pas de règle là-dessus. Il n'y a pas de règle, tu vois. Mais par exemple, quand on fait des jardins, je vais pas avoir les moyens de les aménager comme dans d'autres villes. Alors, on va travailler avec une association, on va travailler parce que toujours encadré, mais pas encadré dans le sens financier, encadré dans le sens technique, pour pas faire connerie, quoi, tu vois. Et là, on va travailler une partie de ces immeubles de cette manière-là, tu vois. Donc, tu travailles la qualité des espaces, la qualité des usages, mais pas de manière conventionnelle. Tu n'es pas loin du monde associatif, là. D'ailleurs, sur lequel on s'appuie. Donc, prix du foncier aussi pas cher, forcément, enfin moins cher. Tu revalorises par rapport à des espaces aussi qui voilà, en termes d'usage. C'est-à-dire que franchement, les appartements les plus qualitatifs qu'on a fait, c'est dans ces villes-là. Forcément, on a, je veux dire, 1 mètre carré de perdu à Saint-Étienne, c'est pas important. Donc, on va avoir une qualité d'espace que j'aurais pas à Nice. Tu vois, Nice, on est malheureusement 1 mètre carré à 6 000 balles le mètre. Ouf, tu vas pas le gaspiller, quoi. Alors qu'à Saint-Étienne, c'est l'inverse presque. C'est-à-dire que sur un bâtiment, si j'ai des entrepôts dans lesquels on se dit, tiens, ça peut être pour mettre des outils de jardin, on va pas se poser la question parce que déjà, on a trop de mètres carrés par rapport au nombre d'habitants, tu vois. Et en fait, si cet espace existe et que je le rénove pas et que je l'ai pas acheté, il va donner une qualité à mon ensemble, tu vois, plutôt que chercher à tout prix à sortir du mètre carré. C'est là où le raisonnement est vraiment complexe. Parce que sur un de mes projets à Nice ou un de mes projets à Saint-Étienne, là, le raisonnement de mes équipes est vraiment pas à l'opposé, mais t'es pas loin quand même. Sur l'aspect aussi, réduire les impayés, trouver la bonne cible aussi d'acquisition pour pouvoir se prémunir des problèmes ensuite derrière. Forcément, Saint-Étienne par rapport à Nice, c'est pas la même population, mais peut-être que le type de logement que tu offres justement, c'est un petit peu la crème de la crème, comme tu disais en termes de revenus, c'est le deuxième du lot. C'est comment tu gères ça? Regarde, c'est ça qui est amusant. Je te l'ai dit, le quartier était dernier, enfin 9e avant-dernier, il est passé 2e en faisant du logement à prix modéré. Et oui, mais c'est la sélection des locataires. Pour le coup, là, il y a eu beaucoup de locataires qui étaient importantes. C'est-à-dire que moi, on ne cherche pas à sélectionner un mec sur un dossier.
Passage, ça aussi, les agences, elles sont en train d'en prendre plein la gueule, hein, excuse-moi l'expression. 30% des dossiers sont bidonnés. Hein. Tu veux un super dossier, à Lyon, tu vas place du Pont, je reviens, j'ai le dossier du siècle. Mais ça veut pas dire qu'il est bon. Hein. Fausse fiche de paye, vas-y, fais-toi plaisir. Tu sais que ton dossier est bidon, donc c'est pas sur ce critère qu'il faut sélectionner encore une fois les gens. Nous, on va vraiment l'idée de communauté. C'est-à-dire que j'ai un logement de qualité qui vient d'être livré. Première, je regarde déjà si mes gars en ont besoin. Ou si quelqu'un de leur famille en a besoin. Ou s'ils connaissent quelqu'un dans leur entourage qui en a besoin. Ou si mes prestataires ont quelqu'un qui connaît quelqu'un qui en a besoin. Ou si les associations avec qui on bosse en ont besoin. Et en fait, voilà, c'est tout. On va pas passer une annonce et rencontrer un inconnu qui va essayer de me plomber. À chaque fois, on va avoir, si tu veux, un travail dans cet aspect communautaire où les gens ils se disent c'est des beaux logements. Ah oui, ils sont à prix modéré. Et puis je viens de la part d'eux. Donc, plus compliqué, quoi. Tu vois? Ouais. Ah, c'est super intéressant ça. Ouais, ce côté un peu deuxième, troisième, quatrième cercle, mais au moins c'est quand même de la reco, quoi. C'est pas. C'est de la reco. Et attention, Mm. reco, là, tu vois, j'ai un dossier ce matin, il est chaud, le mec, il est handicapé, au chômage, enfin la totale, il passe mieux pas. Hein. Alors, déjà, je vais le rencontrer et la personne qui me l'envoie, je veux qu'elle soit, entre guillemets, garante morale, quoi. Parce que là, il passe pas le dossier, là. Je veux bien prendre un risque, mais moi, je le connais ni en blanc ni en noir. Donc, moi, je veux bien rendre service parce qu'on se connaît, mais tu m'aides aussi s'il y a un problème, quoi. On borde quand même le dossier un peu, si tu veux, mais là, par exemple, ça passe pas, c'est sûr. Hein. Bon, donc qu'est-ce qu'on prend? On va rencontrer, on va discuter, on va voir la personne qui m'envoie. Et après, voilà, parce qu'il y a des gens bien, si tu veux. Et au passage, quand tu aides quelqu'un comme ça, que tout le monde a foutu dehors, il va être plus fier, non? Si tu ne te fous pas de sa gueule. Un autre levier aussi que je crois que tu emploies beaucoup dans la création de valeur, c'est sur plus l'aspect du coup travaux en eux-mêmes, c'est la surélévation dans les zones urbaines. Tu peux nous en parler un peu de comment tu vois ce Alors, type de levier, ouais. beaucoup de sujets, mais bon. Alors, en fait, pareil. La surélévation, effet de mode, tout à coup, tout le monde en parle. Moi, mes premières surélévations, elles datent de 90, 96. OK? En fait, moi, je faisais de la surélévation, mais je savais pas que c'était difficile. Et en fait, là, les archis se mettent dessus. Ouais, on va inventer le droit à construire, blablabla, blablabla. Et ils y vont comme des caluts. Évidemment, ça marche pas. Parce que je vais prendre un exemple simple. Tu as un bel immeuble bourgeois à Lyon. Tu veux rajouter des étages. Les gens du dessous sont pas trop chauds. Puis s'ils sont chauds, c'est une question de monnaie. Sauf que ton problème dans un immeuble ancien, c'est que prédéfinir un projet complet avant de le faire, c'est presque impossible. Parce que tu auras toujours des modifications en cours de route, parce que quand tu vas enlever le toit, ah merde, là, il faut, ah merde, il y a un renfort à passer chez le voisin, mais bon, ça marche jamais. Et donc, si c'est que l'argent, la motivation, ça ne peut pas marcher de nouveau. Et c'est pour ça que les surlévations ne marchent pas. Et nous, on nous dit, comment vous y arrivez? C'est toujours la même histoire. Hein. En fait, tout simplement, parce que moi, je suis à l'ancienne. Hein. Quand je suis à Nice, que le foncier vaut 5-6 000 balles le mètre, que le toit, il est mort, je peux rajouter une rangée de moellons pour mettre mon toit, une rangée de moellons au-dessus. Je n'utilise pas de moellons, hein, c'est une expression. Je le fais, c'était. Et pourquoi? Parce que mon immeuble est pourri, parce que le toit est pourri, parce que c'est l'intérêt de tout le monde de refaire ce toit, que de toute manière, des nuisances vont rien avoir vu l'état de l'immeuble, et que là, il n'y a plus de sujet de nuisance, donc on peut surélever. Et c'est d'une simplicité. Donc moi, ce que je dis à tous ceux qui font de la réno, un peu lourde sur des immeubles, surélever. Il n'y a que nous qui allons pouvoir surélever. Hein. Les promoteurs n'y arriveront jamais. Enfin, sur des immeubles anciens, hein. Ils n'y arriveront jamais, c'est pas possible. C'est la vision qui ne va pas. Encore une fois, c'est une vision tableur Excel, etc. Le problème de la surélévation, c'est que tu vas avoir des aléas. Et ces aléas, j'aime bien le dire en blaguant, mais les chiottes, ils passent pas en Wi-Fi chez Madame Dupont. Hein. Voilà. Donc, t'as tout dit. Donc, si Madame Dupont, ce logement est détruit, il est en mauvais état, il faut le rénover, elle acceptera plus facilement qu'on refasse les évals de tout l'immeuble que de passer chez elle juste parce que tu le surélevé. Pour moi, et d'ailleurs, les anciens, dans les années 1900, tu as 3% à peu près de la ville de Lyon et de Nice qui ont été surélevés. Ça s'est fait comme ça. Hein. Ils n'avaient pas d'ordi, pas d'engin de levage, pas d'engin mécanique. Ils ont tout fait d'odone. Et nous, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Donc, on en revient. Ce n'est pas un problème d'argent, pas un problème de loi, pas un problème d'homme. Donc, c'est un problème de nouveau plutôt humain, plutôt local, plutôt de réfléchir non pas à la surélévation, mais comment on réhabilite et si je peux rajouter un étage parce que ça s'y prête, parce que le toit est mort, on y va. Voilà. Et en fait, à Nice, avec cette stratégie,
j'ai pratiquement surélevé 7 immeubles, tu vois, sur 22. Ça, c'est donc ça fonctionne évidemment. Il faut que le prix foncier soit au-dessus de 5 000, tu dirais à peu près pour ça. Ouais, c'est ça. En plus, les derniers étages valent plus cher, parce que tu as souvent de la vue et tout. Donc là, pour le coup, l'intérêt financier de la surélévation, il est aussi assez évident, quoi. Mais encore une fois, tous les groupes qui veulent faire que la surélévation, parce qu'ils ont bien compris que le dernier étage vaut plus cher, bah, ils n'y arrivent pas. Parce que ton problème, c'est pas en haut, c'est tout bas. Ouais, c'est de la façon holistique en fait. C'est ça que tu dis dans ton approche. C'est Il faut être dans l'approche ouais. que je développe qui est une approche holistique. Et j'y arrive dans des conditions extrêmes. Là, à Nice, je suis en train de surélever une copro qui, au départ, est une copropriété dégradée. Donc, avec des propriétaires qui habitent dans l'immeuble, hein. Et donc, c'est infaisable sur le papier. Mais pas quand tu rencontres les gens. Mais après, on va faire des trucs. L'autre jour, je voyais un avocat sur les surélévations copro. Il me dit oui, mais il y a les parties communes et il y a les parties privées. Je dis ah bon? D'accord. Et donc là, cet immeuble, il est insalubre, il est compliqué. Tu as les eaux des douches et des WC qui se jettent avec les eaux de pluie. C'est interdit depuis 20 ans, hein. Mais c'est privé ou c'est collectif? C'est de la copro ou c'est de l'individuel? Parce que là, si je refais une descente à un endroit, madame Michu au 4e qui a ses toilettes, qui donne dans le chéneau, qui est interdit, faut qu'elle déplace sa salle de bain. Moi, je suis pas magicien, hein. Alors, c'est copro ou c'est privé? C'est trop Il y a pas de enchevêtré copro, quoi. il y a pas de privé, c'est l'immeuble. Ouais. Ouais. Et alors là, les Et avocats, tu les as perdus. La copropriété où essentiellement c'est des juristes, tu les as perdus. Et ensuite, bah voilà, madame Michu, elle a pas de sous, on leur fait une petite salle de bain, en gros, il y a un placard. On a fait la colonne à l'endroit pour tout le monde. On a travaillé proprement, comme ça doit se faire, et non pas juridiquement comme ça doit être perçu. Tu vois, c'est ça qui est compliqué. est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des contextes sur lesquels, des situations sur lesquelles tu n'y vas pas? Est-ce qu'il y a c'est quoi pour toi la ligne rouge qui fait que, ok, l'humain il a ses limites et ses limites c'est ça, tu vois? Qu'est-ce qui fait que En fait, là, tu viens plus dans le cœur du groupe. Ça va te paraître très surprenant, mais c'est vraiment comme ça qu'on fait. Un projet comme Nice, je vais voir, moi, je détecte qu'on doit pouvoir y arriver. Mais l'important, c'est pas ce que je crois. L'important, c'est que mes troupes y croient elles-mêmes. J'ai amené mon syndic, j'ai amené ma gestion, j'ai amené mes gars aux travaux parce que, je sais pas si tu imagines, on était à l'époque dans une autre ville où c'était un peu plus facile, les immeubles sont vides. Mes travaux, je leur proposais de travailler en site occupé. Déjà, c'est compliqué. Là, ils se disent: «Ah mais là, Hervé, c'est chaud, quoi». Ma copro, je vais leur dire: «Bon, on va faire les travaux avec les gens dedans». Ouais, ils me disent: «Ah mais c'est chaud, quoi». On y va, on regarde. Hein, c'est des beaux immeubles, la vie plaît, les équipes s'entendent pas trop mal, ça va. Je dis: «On essaye». Et mes équipes me disent: «Bon allez, OK, ouais, franchement, ça vaut le coup, l'immeuble il est chouette, ça va y aller». Et en fait, si mes équipes elles disent: «Ah non, c'est trop compliqué, on n'y va pas», faut pas que j'y aille. Parce que je peux pas les contraindre par la force. Là, on va aller sur autre chose. Je peux pas, si j'y vais par la force, je vais m'en prendre une, en fait, tu vois? Donc ce qui me fait reculer, c'est plus ça. Quand mon équipe sent pas le projet, j'arrive pas à les convaincre aussi, hein. Bon, bah, tant pis, je préfère passer à l'autre. On a un métier de luxe, hein, on manque pas de projet, hein. Tu sais, la fondation Abbé Pierre nous indique 900 000 logements à rénover. J'en fais moins de 200 par an. J'ai de la marge. et en général, ce qui fait que les équipes le sentent pas, c'est ces aspects justement sociaux, practicabilité, le juridique, la mairie. C'est quoi en général les thèmes qui sont les plus bloquants? Ouais. Là, tu es dans l'humain pur, hein, tu sais. Mmh. Je le disais ce matin à quelqu'un de chez moi là, il y a 2 quand tu as 2 chemins devant toi, les gens cherchent toujours le meilleur chemin. Il y a pas de meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est celui auquel tu crois le plus, point. Et c'est pas le plus court forcément, hein. Donc le problème de la croyance, c'est comment elle s'instaure dans une équipe, ça dépend des gens. Et la particularité du groupe, c'est que si tu vas sur un de mes chantiers à Lyon, à Nice, à Toulon ou à Saint-Étienne, tu vois pas la même chose. C'est pas la même manière de travailler, c'est pas les mêmes approches, c'est même pas les mêmes hommes. Et ce qui est génial chez nous, c'est que ça fait une diversité qui est incroyable. Et justement, je les fais échanger parce qu'on a tous à apprendre d'un endroit ou de l'autre. Toi, de synthé, on apprend beaucoup les techniques qu'on a positionnées qui fonctionnent très bien, notamment pour lutter contre l'humidité.
qui est le gros problème à Nice. Je prends les matériaux, les techniques de pose, notamment chaud chanvre qu'on a développé à Saint-Étienne, et on les importe à Nice. Tu vois, en fait, cette diversité dans le groupe nous permet de se dire, tiens, c'est pas mal ce qu'ils ont fait là, on va le prendre pour le mettre ailleurs, quoi. Mmh. Tu vois? Ouais, c'est ce qui fait la force aussi, quoi. Ce Comme qui tu fait disais ma tout à force, l'heure, c'est que j'ai pas de ouais. modèle et que je Mmh. le fais avec les hommes et non pas, j'impose un modèle aux hommes. On a un contexte, j'ai les hommes que j'ai et les hommes que j'ai font le projet. Tu me changes l'équipe, le projet, il avancera, mais ça sera pas le même, en fait. C'est vraiment les hommes qui font le projet. Donc ça génère une grande motivation qui fait que, derrière, hein, on est un peu des pitbulls, hein, ça lâche pas, hein. Une fois qu'on est sur un projet, pas grand chose qui nous arrête, hein. Sur les types d'opérations, tu disais que donc c'est beaucoup de la reprise en main d'immeubles, la surélévation aussi, mais c'est inclus dans la prise en main de l'immeuble. Est-ce qu'il y a des stratégies ou des tendances que tu vois arriver qui peuvent être intéressantes? Je pense notamment au tout ce qui est changement d'usage, résidentiel, commercial, mixité peut-être sociale en fonction des projets. Est-ce qu'il y a des choses qui émergent sur lesquelles c'est intéressant de se pencher, tu penses, en ce moment? Alors, il faut d'abord imaginer un contexte global, mais vraiment global. Aujourd'hui, on est sur des modèles qui arrivent en bout de course, à tous les niveaux, hein. D'accord? Si tu prends les retraites, la pyramide des âges, le vieillissement de la population, c'est mort. Personne n'ose dire c'est mort, hein. Tout le monde veut prolonger le système, hein. C'est mort. Alors, c'est mort, c'est pas d'un coup. Mais de toute manière, inéluctablement, on voit bien que ça va pas fonctionner. C'est pareil en immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la construction neuve, sur le papier, elle est hyper intéressante. On peut construire un grand nombre de logements pour des prix à peu près, corrects. Je parle pas des marges des promoteurs parce que c'est encore un autre sujet, mais on peut construire des grandes quantités de logements à peu près corrects, on peut loger les gens. Faut se souvenir, hein, après-guerre, les gens sont extrêmement mal logés. Quand on fait les bars d'immeubles, les gens sont très contents de partir dans les bars à l'époque, hein, parce qu'on passe de situations de précarité à 15 personnes sur 30 mètres carrés, où là, les gens vont avoir un logement individuel, vont avoir les toilettes dans le logement et par l'extérieur. On a oublié, hein. Donc, sur le papier, ça marchait bien. Mais ça marchait avec une condition, c'est qu'on avait des énergies abondantes et bon marché et qu'on manquait pas de matériaux. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est-à-dire que tu vois le prix du bois, il a fait 300% quand même depuis le Covid, hein. Ta charpente, elle vaut plus le même prix, hein. Donc il faut plus non plus faire la naine charpente. Voilà. Donc là, aujourd'hui, la tendance actuelle, nous, par exemple, je touche du bois, hein. On est sur le bois, donc je continue. Moi, quand je prends un bâtiment ancien, j'aime bien dire, j'ai déjà 90% des matériaux sur place. Donc déjà, une des premières grandes choses qui est à faire, c'est le recyclage. Mais le recyclage, encore une fois, ils ont fait une norme sur le recyclage qui est complètement conne. Tu vois, mon bureau, si je recycle pas 90%, franchement, je suis un bâtard. Tu as vu comme c'est chouette, les boiseries et tout. Je suis dans un immeuble en béton années 70 pour recycler. Il faut pas bien se recycler, tu vois. Donc, de nouveau, faire une règle qui dit, je crois que les gars sont obligés de recycler 15%. Ils tombent sur mon bureau, ils recyclent 15%, ces enfoirés. Tu vois ce que je veux dire? Dans un immeuble neuf, pour recycler 15%, un immeuble de bureau, franchement, je sais pas bien comment tu fais, tu vois. En fait, tu vois, de nouveau, on met une règle générale. Il faut plutôt regarder sur le fait de se dire, j'ai 90% des matériaux sur place. Vu que les prix, ça fluctue dans tous les coins, ce qui est sur place, ça fluctue pas puisque c'est là, c'est gratuit. C'est la main-d'œuvre qui va me coûter cher. Donc, l'analyse, elle est plutôt en main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça me coûte de le faire? Voilà. Mais si ce que je fais est aussi plus durable, on en revient. C'est-à-dire que je pars sur du 30, 40 ans et non pas sur du 10 ans, quoi. Alors, ça vaut peut-être le coup de le payer un peu plus. Pas le double, pas le triple, mais un peu plus, tu vois? Et donc, c'est ce raisonnement qui est complètement inverse, pas un raisonnement économique, qui est vraiment un raisonnement de se dire: «Voilà, on a ça, on fait avec tout ce qu'on a». Voilà. Donc là, bon, je peux pas en 2 minutes t'expliquer, mais si tu prends des immeubles qu'on fait, nous, où il y a de la pierre, on va pas l'acheter. Enfin, putain, acheter de la pierre, faut quand même, parce que nous, de l'autre côté, on en achète, on sait ce que ça coûte, tu vois? Mmh. Alors on en Ouais, je a comprends. un peu plus que prévu, on en fait quoi? Pas d'extrémisme, si on doit l'acheter, on la jette, hein, OK. Mais d'abord, on essaye de la réutiliser. On fait des murs, on fait des cours, on évite de goudronner et la pierre, elle est là, putain, elle va durer, 1000 ans. Ils ont à faire chier, toi. Oui, mais ça coûte un peu plus. Ouais, ça coûte un peu plus, mais on sera pas emmerdé, on va pas, tu vois? Donc c'est un raisonnement qui est pas le même. C'est comment ce que j'ai déjà, je le recycle. Ça, c'est une grande tendance parce qu'on a un pays où nos bâtiments sont bien construits, hein. Nos anciens les ont bien construits, tout ce qui est, on va dire, d'avant 45, quoi. Et pour moi, l'un des axes,
c'est d'essayer de les refaire partir pour un tour, quoi, tu vois? Je dis pas forcément rénover, refaire partir pour un tour. Donc par exemple, des changements d'usage. Tu vois là, mon bureau, il est magnifique, il est incroyable. Si je veux faire le cake, c'est super. J'ai un bureau aussi beau que le maire de Lyon. Mais je peux pas l'utiliser que pour mon bureau, mon orgueil personnel. Il est pas rentable autrement. Donc on va raccrocher, ça sera la salle de visio, ce sera, la salle de réunion. C'est un lieu qui est partagé, tu vois? Donc tu vois, tu changes l'usage, tu déclines. Il est comme il est, je fais avec dedans. Tu vois? Ce bureau, je t'ai dit, il est en étiquette G. Tu as vu, j'ai un pull là, parce que c'est la salle la plus froide. Mais en fait, on a fait des box dans les bureaux, des petites boîtes fermées, où les gens peuvent se mettre quand ils ont froid. Donc là, en ce moment, tout le monde est dans les box, hein. Tu vois? Et donc, oui, mais en même temps, quand je fais une soirée l'été ici, je peux te dire que tu imagines, quoi. Tu vois? C'est toujours pareil. Pourquoi vouloir tout, tu vois? C'est au lieu d'adapter à la situation, on veut la contraindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des problèmes, notamment de la réglementation. On a décidé que et on contraint le monde réel à la théorie. On va se ramasser parce que ça, c'est faisable avec de l'argent limité, avec des matériaux limités, enfin, avec une abondance illimitée. Et en France, on est en train de manquer de tout, hein, et on est en 1er l'argent. Donc un peu plus de modestie et ça va bien se passer, quoi. Tu vois? C'est le réel qui me dirige et pas, la théorie, quoi. C'est intéressant, ce discours aussi, notamment parce que, bah, il y a beaucoup en discours en ce moment, tu sais, sur les opérateurs immobiliers, notamment en achat-revente, et on a justement l'impression que c'est tout standardisé, qu'il suffit de acheter à -40 et puis on revend en arrière facilement, on fait un flip, on pré-commercialise et c'est parti. Vraiment complètement à l'envers de ce que tu décris, hein, en mode standard et ça va fonctionner. Alors que ce que je comprends et je trouve que c'est intéressant, c'est que j'ai l'impression que si on est opérateur aujourd'hui, il faut se dire qu'il faut aller plus dans le cousu humain, dans le trouver, résoudre des problèmes techniques, avoir des leviers, comme tu dis, t'as beaucoup aussi, quand t'as de la quantité d'habitations, c'est plus facile de négocier pour déplacer des personnes. Juste un exemple, hein. Mais vraiment avoir une logique de cousu humain plutôt que industrialisation, quoi. Oui, mais pareil, si tu veux, l'idée d'acheter-revendre, pour moi, est dépassée. Acheter-revendre, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? En marchant bien, hein. En fait, tu pars du principe que tout marche autour de toi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, tu fais le truc le plus rentable, mais ça veut dire que tout marche. C'est ce que je te dis tout à l'heure. C'est-à-dire que tu te spécialises sur un sujet et se dire que tout marche. Bah, pas de bol, il y a rien qui marche. Donc finalement, bah, il se passe rien. Et pire, c'est que tu achètes pour revendre, tu es dans des conditions optimales. Alors je vais acheter, l'immeuble, je vais le vider, tout va bien se passer, les taux vont pas baisser parce que l'opération prend un peu de temps, les travaux vont coûter tant, c'est prix fixe, tout va bien, je vais revendre, j'ai fait un vénard. Ouais, ça c'est sur Excel, hein. Pour toi, même le rôle même de l'achat-revente, il est obsolète? Il est obsolète, prix, seul. Techniquement, dans le groupe, j'ai une société de marchand, si tu veux. Et là où je me bats avec les banques, c'est que des fois j'achète et je revends pas. Je suis un marchand un peu bizarre, moi, des fois. Donc tu refinances, quoi. Ouais, Bah, si je peux garder, je garde. En fait, tu disais comment je finance mon vie, bah oui, mais je peux pas tout garder. Mais quand je revends, j'aime bien créer des sociétés avec les clients. Je revends à ces sociétés que je gère. Tu vois, je revends jamais vraiment. Parce que, explique-moi pourquoi je ferais quelque chose pour mon client plus cher, d'accord? Donc, en baissant la marge, bah, faut que je ferais ça. Si demain tu es mon client, pourquoi je ferais ça pour toi? Je t'aime bien, tu as une belle tête, mais pourquoi je ferais ça pour toi? Bah, non, je vais faire comme tout le monde. Je vais essayer de faire les trucs le moins cher possible, de te le revendre le plus cher possible. Bah, tu vois bien que ça marche pas. Donc, le seul moyen que ça marche, c'est que je vais te dire, bah, tu vas rentrer dans une société avec moi, que je vais exploiter pendant 10, 20, 30 ans. Donc, moi, j'aurai des recettes sur l'exploitation. Je vais donc pérenniser le fait que j'ai bien fait mon logement, qu'il n'y aura pas de travaux pendant 30 ans. Et là, on est d'accord. Sinon, je te vends un truc qui dure 10 ans, qui est aux normes, moins cher que gratuit. Et là, tu vois bien que ça marche pas. Ouais, je comprends. Tu t'associes dans des sites, typiquement, sur des biens comme ça, quoi, que tu remets Ben, je préfère, si tu veux, qu'on fasse l'opération ensemble dans cette optique. C'est-à-dire, moi, ça me gêne pas que tu gagnes avec moi. Mais si je te fais un truc qui m'a coûté plus cher et que je baisse ma marge, ben, ça m'intéresse pas de te le vendre à court terme. Ouais, tu passes du jeu à somme nulle à un jeu à somme Si égale. je veux gagner Ouais. de l'argent, je sais faire, il suffit que je te plâtre. Mmh. C'est facile, hein. Enfin, c'est quand même pas génial, quoi. Et puis alors, mieux, je te plâtre aux normes. Alors ça, c'est magique.
Ouais, ouais, ouais. Donc après, Heu, toi, client, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être avec moi? Ou tu préfères être mon client sec, avec tout ce que je viens de te dire? mmh Ouais, non, c'est évident comme idée. Je pense que ça c'est Mais plus regarde les fédérateur, promoteurs, effectivement. qu'est-ce qu'ils ont Ouais. fait? Quand il y a eu la loi SRU, qui leur a dit: «Vous Mmh. êtes obligés de faire du social». Ah ben, ils ont fait du social. Ils ont même fait encore plus fort. C'est là où l'esprit humain est magique. Ils ont même réussi à gagner du fric avec le social. Mais en contrepartie, ils ont baissé les tailles des pièces. Ils ont baissé la hauteur sous plafond pour gagner des étages. Tu as un rapport qui est très intéressant sur la promotion, qui est le rapport Girometti-Leclerc. Un rapport qui est pas teinté, qui est fait, il y a des députés communistes, droite, il y a tout le monde dedans. Il y a Dominique Estrosi Sassone, l'ex-femme du maire de Nice, qui est à droite. Donc, tu vois, il y a tout dedans. Et il décrit pourquoi les gens casseraient la tirelire pour acheter un bien neuf. Et ben, quand tu regardes les chiffres du neuf, depuis 2008, ils sont en décroissance. C'est-à-dire que les vrais acheteurs, monsieur, madame, machin, qui veut acheter un logement, ils achètent plus ces merdes. Parce qu'ils ont tellement optimisé pour gagner dans un contexte avec une contrainte qui est de faire du social, et ça marchait de tonnerre de Dieu. Mais en réalité, maintenant, 80% de l'offre de promotion, c'est aidé par l'État. C'est la loi Pinel, c'est les bailleurs, c'est les ventes en bloc. Comme l'État a plus de sous, bah, ils sont morts. Et la promotion, pour moi, ils sont durablement morts s'ils se réinventent pas. Et difficile de se réinventer parce que la base, c'est le béton. Et le béton, comme tu viens de l'entendre, est un très mauvais isolant. Il nécessite d'autres matériaux complémentaires qui font que leur coût, il est pas maîtrisable et compliqué, quoi. Et tu vois, donc, être que sur un segment, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment, bah, d'abord, c'est dangereux. Tu maîtrises de rien. Alors qu'être sur une globalité, tu es quand même plus safe. Et ça te permet d'aligner le court, le moyen et le long. Je pense que le secret du groupe, ça a été celui-là, quoi. Mmh. D'être vraiment dans une sorte de recyclage, tu arbitres quelques biens uniquement, quand tu vraiment il y a besoin, mais tu restes vraiment toujours sur le Mais temps long vraiment parce que minimum, hein. tu Je t'assure que quand ouais. on arbitre, c'est un peu, voilà, c'est bah, on a passé du temps sur nos bâtiments, c'est pas pour, les vendre, quoi. Enfin, tu vois, il y a un sentiment de c'est pas un sentiment de propriété, c'est de se dire: «Ah merde, le temps qu'on a passé, putain, non». En fait, je pense que comme on sait que c'est pas rentable par rapport au contexte, c'est-à-dire vendre la même chose au même prix que les autres, que vu ce qu'ils ont fait, bah, non. Là, tu vois, c'est l'agriculteur bio qui va pas se battre contre le mec qui vend ses trucs à 10 fois moins cher, qui proviennent, le sujet du Mercosur là en ce moment, voilà. Ouais, ouais, ouais. Comment, quels sont les peut-être en termes peut-être d'ingénierie, peut-être fiscale ou optimisation fiscale derrière, s'il y a des choses que tu trouves intéressantes dans le modèle que vous employez aussi, pour certains des parties prenantes, que ce soit les investisseurs ou Bah, vous-même en fait? en Quels fait, sont les là, on va dire c'est l'environnement général. Oui, il faut avoir une culture, très forte sur l'environnement général. Plus tu as une culture globale, mieux c'est. C'est-à-dire pas que bâtiment, mais on utilise tout ce qu'on peut. Je veux dire, j'ai un bâtiment qui est classé monument historique qui permet d'offrir une réduction d'impôt, aux clients, bah, je prends. Par exemple, la loi Pinel. Tout le monde pense que c'est le neuf. Bah, je suis un des rares qui a fait du Pinel dans de l'ancien. Je suis pas tout seul, hein, mais il y en avait plein. La loi Pinel, c'est pas une loi pour le neuf, hein, c'est une loi globale. À chaque fois, ils font une loi globale et ils se disent: «Bah, l'ancien, vous avez le droit dans tel et tel». Ben, on prend. En fait, il faut toujours être à l'affût. Quand tu as une aide, tu prends. Le social aujourd'hui est assez bien financé. Je prends, tu vois? Donc là, faut être affûté. La finance, c'est pareil. Les taux d'intérêt, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, quand tu construis tes opérations et que tu dépends aussi fortement de la finance, ça peut pas fonctionner, tu comprends? Parce que je construis un projet sur 3 ans. Mais dans 3 ans, j'en sais rien moi, le niveau des taux d'intérêt, la dette US et si Trump a encore pété un câble. Je sais pas moi. Donc si tu engages une opération avec un TVA au-dessus de la tête, tu es quand même mal engagé. Donc comment tu sécurises ton financement? Bah, peut-être autrement justement, en ayant des associés et le départ. Là, on a mis un système où les gens, ils souscrivent à nos sociétés. Oui, ils souscrivent des parts dans nos sociétés. Par contre, on partage tout de suite le long terme. Tu vois, moi, j'ai fait l'inverse de crowdfunding où on t'a dit: «Ouais, tu mets de l'argent, tu as une grosse renta et puis tu sors au bout de 18 mois». Bah, moi, j'ai dit: «Tu gagnes pas d'argent et tu restes 10 ans avec moi». Alors j'ai eu du mal à trouver des clients. Mais aujourd'hui, ceux qui ont fait des crowdfunding, je pense qu'ils sont en train de s'en mordre un peu les doigts, hein. Les clients que tu as signés justement sur ces modèles-là, depuis le début, tu as du coup pas mal d'expérience, tu as du recul. Comment ça se passe au bout de 10 ans? Est-ce que tu fait ou au cours des 10 ans, ils ont acquis d'autres choses avec toi après? Ils ont apporté de la valeur autrement? Concrètement, Comment ouais, ça beaucoup, sont là depuis le début et restent, quoi. Parce qu'après, de nouveau, tu as vu comment on s'occupe de nos usagers? Bah, je m'occupe pareil de mes, clients, c'est plus des clients d'ailleurs.
eux, ils s'y retrouvent financièrement juste parce qu'ils ont du bâti patrimonial qu'ils vont valoriser à un moment où ils le voudront, mais ils n'ont pas cet événement au-dessus de leur tête de dire il faut que j'arbitre à telle date. C'est ça. Comment ils s'y retrouvent financièrement tout ça? C'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est riche, donc tu as pas besoin de vendre ton truc pour bouffer, pour faire simple. Donc souvent, c'est quand tu places aujourd'hui de l'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ta retraite, c'est pour, les études de tes c'est pour des événements longs, en fait. Et en fait, ces événements, ils surviennent ou ils surviennent pas d'ailleurs. Puis après, tu as la transmission aux enfants. En fait, quand tu as ton véhicule financier, c'est une société, bah, tu es le roi du pétrole. Moi, mes clients, je suis leur faire faire, des systèmes de transmission et des exonérations de droits, très importantes. On se met dans le cadre du pacte du travail avec 75% d'abattement, l'assurance vie battue à plat de couture, tu vois? Donc tu as des moyens, si tu veux, aussi des leviers par une connaissance, bien sûr, un peu de balle. Bon, en fait, quand les gens rentrent, ça veut pas dire qu'ils sortent jamais, hein, tout le temps des sorties, hein. Mais les sorties, elles vont être quand même assez minimes aujourd'hui par rapport à ce que les gens ont placé chez moi. Et comme je les aide dans le cadre de transmission, de choses comme ça, voire même on va plus loin, hein, ben, ça fonctionne très bien. Nous, aujourd'hui, on a un département gestion de patrimoine pour ces clients-là, on s'occupe de tout. Avec le sous-jacent immobilier à chaque fois, Avec quoi. le sous-jacent immobilier, oui. Tu sais, l'immobilier, c'est un des besoins primaires, hein, se loger, se nourrir, se soigner, hein. Donc en fait, à partir du moment où ton argent, il est placé à un endroit, si tu en as besoin, il est là. Et mieux que ça, si tu as besoin de quelque chose, tu as une boîte qui offre des services autour de ça. Bah, tu restes, hein. Tu vas pas vendre pour acheter je sais pas quoi, je sais pas où, avec je sais pas qui, hein. Et la valeur, elle est vraiment là, quoi. C'est Ah, pas le cash flow clairement, sur des loyers qui va t'apporter la même chose, quoi. clairement. Mm. Hein. Et d'où C'est aussi vrai. un peu d'arbitrage. On comprend pourquoi on vend un peu. Mhm. Parce qu'on commence à Ouais, créer ouais. une communauté financière un peu importante. Et il y a des sorties, forcément, hein, des successions avec des droits à payer, des choses où on a beau faire, à un moment donné, il faut qu'on ait un peu de cash. Donc là, à regret, on va vendre. Mais on essaye de vendre les actifs les moins intéressants pour nous, les copros, on garde plutôt les blocs. Enfin, tu vois, on essaye de raisonner comme ça. Et là, on est sur des opérations avec des clients qui nous suivent depuis pas mal d'années, où là, il y en a qui veulent partir, il y en a qui veulent rester. On est en train d'essayer on réfléchit sur des systèmes de fusion pour vraiment créer des titres, en fait, négociables, un peu comme une monnaie, hein, tu vois, qui permettent de sortir, mais pas forcément de vendre, tu vois. Ouais, ouais, rester toujours dans ce cercle Et pourquoi tu fermé, veux quoi. vendre un truc qui fonctionne bien, tu vois? Mm. Parce que là, regarde, on est Les- en pleine crise. Bah, pas nous, hein. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, la crise, pour revenir concrètement à ce que ça veut dire, parce que souvent on parle de crise, mais c'est un peu anxiogène, émotionnel. Mais concrètement, ce que ça représenterait dans l'immobilier, c'est les taux de défaut sur les loyers. On est d'accord, C'est c'est vraiment ça. ça, vraiment le vrai. Et là, je crois qu'on est bien blindé. Et tu vois, ce critère, j'en parle depuis des années, tout le monde s'en fout. Et là, ça commence à venir. Bah, ouais, forcément, hein. Et tu vois, c'est toujours ce problème d'anticipation. C'est-à-dire que moi, chaque année, on se dit pas, bah, comment on va gagner plus? Voilà, comment on va réduire encore les charges de nos immeubles? Ce qui fait qu'on gagne. Tu vois, la recherche d'utilité est permanente dans tous mes services. Et excuse-moi, c'est quand même plus motivant d'essayer de travailler à aider les gens que de travailler à gagner, en sachant que tu déséquilibres ton système. Ouais. Et tu réduis ta dépendance au gouvernement, aux aides, aux choses comme ça, parce que, Exactement. bah, justement, ouais, Puis alors, ouais. on réduit, dans des proportions où je te dis, quand c'est l'État qui vient me chercher pour entre guillemets, hein, «contourner la réglementation», notamment thermique, ah, tout est dit, hein. Ouais. C'est un peu l'état schizophrène, quoi. Ouais, Mais non, parce que l'État, c'est tout le monde et c'est personne, tu comprends? Mm, mm, mm. Quand ils me prennent pour faire ce marché et que ils savent que je vais appliquer la loi ESSOC, mais en gros, ils viennent de mettre le risque sur moi. Tu comprends? Et c'est un des Ouais. problèmes, c'est pas un manque de courage, mais le gars qui a un seul truc à faire, pour son objectif, c'est, que le parc soit aux normes. Si ce mec, je lui dis: «Mais non, la norme, ça marche pas», mais c'est sa mission. Comment tu vois? On en revient Mhm. donc il faut toujours mettre un peu de rondeur et c'est là où ça devient compliqué, quoi. Mais oui, enfin, c'est le principe aussi dans l'infrastructure, quoi, des partenariats privés-publics. C'est-à-dire que le risque et l'agilité, c'est le privé, quoi. Il faut pas chercher ailleurs. Alors que l'État, il faut qu'il travaille main dans Ouais. la main aussi avec le Oui, c'est le privé. Ça. privé. Parle-moi des promoteurs qui font des surélévations, ils sont pas très agiles, hein. Ouais, sauf dans ce cas-là. Ouais. C'est un état d'esprit. En fait, tu as 2 types de personnes. J'en reviens, s'il y a vraiment une chose sur lequel c'est une réflexion, mais après chacun fait comme il veut. C'est soit moi j'observe le réel et du réel, je fais un projet et je regarde après les règles et la norme. Et des fois je me dis: «Ah bah tiens, c'est là marrant la règle elle marche pas». Bon
Et puis, tu en as d'autres. La règle à tout prix, on prend le projet et il rentre dans la règle quoi qu'il arrive. Ça, c'était le monde, on va dire, d'avant. Encore une fois, monde à moyens limités, en fait. À moyens limités, c'est le réel qui domine, hein. Et ça, si tu veux, c'est ça qui est un peu fondamental. Et quand tu as compris ça, je pense que ceux qui ont de l'avenir, c'est ceux qui vont vraiment comprendre ça. Et c'est très compliqué, hein, je t'assure, hein, parce que quand tu as un notaire face à toi qui dit: «Oui, mais ce qu'on a vendu, c'est pas ça». Ben oui, ce que tu as vendu, c'est pas ça, mais bien sur le terrain, c'est ça. Ouais, moi, j'y peux rien, hein. Et c'est aussi, j'imagine, l'intérêt d'avoir des équipes de gens qui comprennent tes projets dans chaque rôle et partenaire dont tu as besoin pour les faire. Par exemple, tu parlais de notaire. C'est vrai que moi, j'ai été assez étonné en tant qu'opérateur de voir la diversité et l'hétérogénéité en fait, des zones de compétences pour un même niveau, un même équivalent de rôle, mais un notaire qui va comprendre ce qu'on fait par rapport à un notaire qui fait juste qui fait pas les mêmes types d'opérations. Bah, bien sûr. Et j'imagine qu'il y a un gros travail aussi pour créer cet écosystème. Ouais. Et confiance. Parce qu'un notaire qui te connaît pas, il va faire la règle. C'est tout l'enjeu de nos sociétés aujourd'hui, c'est d'être sur ces sujets-là. Mais en tout cas, sur l'immobilier, en tant qu'investisseur, si on définit investisseur comme quelqu'un qui va protéger, on va dire, ses avoirs, son capital qu'il a gagné par ailleurs, sur l'immobilier dans un projet long terme, je pense qu'au pied de panière, en France, en tout cas, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe au niveau mondial, au niveau du climat, la France est un secteur qui est vraiment privilégié, quoi qu'il arrive. Et y compris les petites villes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces petites villes, moi je suis, d'Auvergne, Thiers par exemple, qui est une ville complètement, laminée. Sur le plan économique, tu as une qualité de vie qui est incroyable. Et ça, je pense que, notamment avec les problématiques de changement de climat, tu vas avoir, de l'immigration quoi qu'il arrive massive et on va redécouvrir ces zones-là. Par contre, comment on les fait vivre? Ça, c'est des projets à 30, 40, 50, peut-être plus, hein. Mais tu as de toute manière et tu as de beaux bâtis anciens dans ces villes-là. Voilà, tu as des choses à faire aujourd'hui où tu ne peux pas, que chercher à être dans les zones tendues pour gagner à court terme. Tu vois, l'UNIX, par exemple, court terme et moyen terme, oui, long terme, mais je suis pas si sûr parce que c'est une zone, de toute manière, elle va avoir un problème, déjà de flotte. Ils sont tombés en 2018 en panne d'eau, hein, pendant 6 jours, hein. Pourquoi? Parce que, bah, comme ils ont bétonné, l'eau s'infiltre plus, il y a moins d'eau, voilà, enfin, problème de climat. Donc la ville va pas pouvoir grossir éternellement. Ça on parle pas des prix, hein, parce que la demande est telle qu'il y aura, voilà. Mais à mon avis, elle ne pourra pas croître en nombre d'habitants ou dans des conditions abominables qui généreront son effondrement. Donc, soit elle maintient et il faut aller développer d'autres villes pour loger la population de manière raisonnable. Donc, si tu veux, de toute manière, il y a un avenir dans l'immobilier à peu près, quoi qu'il arrive, mais en tenant compte de tous ces facteurs, tu vois? Et c'est dur d'avoir de la perspective. Tu vois, le climat, je te fais découvrir Nice, mais il faut passer un peu plus de temps. Je vais te montrer le problème du climat à Nice et tu vas voir que si tu n'en tiens pas compte à long terme, tu vas avoir un gros problème, quoi. Ouais, et puis là, vraiment, le foncier va en pâtir, et puis le Ah bah prix, oui. ouais, Je à veux dire, terme. tu vois, on isole et on crée une surmortalité, tu vas avoir un gros problème. Tu vois? Donc il faut aussi, et ça, c'est compliqué parce que dans l'entreprise comme avant, avec, un bilan, tu vois? Moi, tous c'est des critères, je comprends pas, tu vois? Un bilan, pour moi, c'est déterminer qu'une société, sur un an, doit faire un résultat, ça sert à rien. Dans nos métiers, hein, même dans Ouais, d'autres ouais, ouais, certainement. ouais. Parce que ça, tu vois? Le bilan pour moi est déjà un premier facteur qui t'empêche de faire du long terme. Et concrètement sur Nice, justement, tu parlais de Nice, tu te positionnes néanmoins sur des projets très long terme, même si pour toi, selon toi, la perspective, elle est plutôt moyen, court terme. Heu, Tu te positionnes quand même sur long terme parce que justement tu as optimisé? Ouais, ou Attends, je reprécise. Sur Nice, je te dis que tu vas avoir des problèmes et je pense que la vie ne pourra pas s'étendre encore plus. D'accord? Et d'accord. si elle le fait, elle va générer des problèmes énormes, le manque d'eau. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à cette vie, Mmh. mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura 100 000 logements, il n'y en aura pas plus, quoi. Voilà. Il n'y en aura pas 200 Ouais. 000. Ou alors on va faire des conneries et puis on va faire comme, c'est en train de se passer dans les Dubaï et tout, ouais, à coup d'énergie limitée, ça marche, puis le jour où l'énergie, elle devient chère, ta ville, elle plante et c'est fini. Et là, ça va être une grosse cata, tu vois? Donc faut arriver à jongler. Mais je te dis, par exemple, que dans des petites villes, tu as des bâtiments en pierre, mais à l'époque, il y avait de l'activité économique. Tu peux pas, dire, comme ça avec stylo: «Allez tiens, on y va». Bah non, tu vois? Mais tu as 2 bâtiments qui tiennent bien la route, c'est en altitude, il fait plutôt frais l'été,
tu as plein de critères par rapport au réchauffement climatique, au changement en vent, qui font que ces villes, elles peuvent peut-être, il n'y a que 14 000 habitants à terre, hein, il y en avait 45 000. Hein. Tu vois, donc c'est des villes où il y a peut-être à un moment donné des choses à faire, mais aujourd'hui non rentables, hein, c'est sûr. Investir en euros à terre, tu as perdu 1 euro. Hein. Oui. Non, mais dans la perspective long Mais terme. pas, Mais néanmoins, ouais. pas voilà. Mais en tout cas, sur le territoire français, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup d'avenir. Et la conjoncture, Ok. elle a assez peu d'importance. Quoi qu'il arrive, il faut se loger. Hein. Oui, et puis comme si tu es sur la base de ce que tu peux contrôler, c'est justement tout ce qui est les loyers, le type de locataire, les coûts, etc. Tu te dérisques aussi par rapport à la conjoncture Exactement. sur ces zones-là, Exact. malgré voilà l'opinion populaire qui est plutôt au contraire. Tu sais, on met toujours l'exemple de la Creuse, machin. Mais ça, c'est assez intéressant et je trouve enthousiasmant de se dire que voilà, il y a des zones justement un peu qu'il faut aller chercher et que il faut aller sortir du sentier battu. Et il y a des belles choses à faire, quoi. Il y a des belles choses à faire, vraiment. Et c'est un métier qui est quand même passionnant. Enfin voilà, moi je sais que, Ouais. enfin, on adore ce qu'on fait, mais après, encore une fois, regarde là, on a fait un chantier en chaux-chambre à Saint-Étienne, qui tombe au mois d'octobre. C'est un choix de l'entreprise. Hein. Toutes mes troupes y vont une journée. Donc c'est sûr que ton directeur financier qui coûte 400 à 500 balles le jour, il fait du chauffant pendant une journée, c'est un coût. Hein. Mais la motivation, ça pompe pas, quoi. Et puis en plus, imagine les équipes, parce que c'est dur. Hein. Les mecs qui font ça, c'est très très dur. On y va une journée, on est rincé. Hein. Mais on va les aider, parce qu'on les aide vraiment. C'est pas que pour voir. On y va, on les aide, on se met derrière la machine, on cravache en avant. Tu les motives. Donc, et ça, c'est où dans la renta, dans tout ça. C'est pas dans les bilans, mais ça marche. Hein. Ouais, fédérer vraiment autour de l'humain, Bien. autour d'un projet, quoi. Ouais, l'été, on accueille les gosses du groupe qui viennent faire des stages chez nous. Oui, le groupe milite aussi pour l'esclavage et le travail des enfants. Ça, c'est un autre volet. Voilà. Non, mais bon, nos gosses, bien sûr qu'ils viennent sur les chantiers, tu vois, avec nous. Ouais. Bah, forcément. Hein, déménager des locataires, t'envoies une bande de gamins déménager une petite mamie, ça se passe super bien. Hein. Et puis eux, ils sont aux anges, quoi. Bah, eux, ils sont ravis. Ouais. Puis ils font un job utile au lieu d'être dans le bureau, je sais pas quoi. Hein, pour leur stade d'observation d'entreprise à la con. Hein, tu vois, moi, ils observent, on est sur le terrain de là. Et en fait, tu peux leur trouver des missions, pas dangereuses évidemment, tu fais gaffe, facile à faire. Voilà. Donc ça, c'est systématique. Donc tu prends soin de ton environnement, quoi. Excellent. Hervé, merci beaucoup. Je crois qu'on va arriver à la fin de cet entretien, trop court malheureusement, mais merci beaucoup pour le partage. C'était vraiment super inspirant, intéressant. Je me demande si on pourrait pas, dans les notes de l'épisode, partager les 2-3 choses que j'ai notées qui pourraient être intéressantes, comme la loi ESSOC, le rapport dont tu mentionnais sur la promotion neuve, etc. Peut-être si j'arrive à creuser et trouver ces références. La loi ESSOC, 2017, tu cherches, tu verras le droit innové. Hein. Donc ça, oui, répandez ça, c'est vraiment le truc. Mais encore une fois, tu as bien compris le principe. Hein. Et c'est pas faire n'importe quoi, tu en es responsable. Hein. C'est pour ça qu'il y a personne qui l'utilise. Hein. Et en tout cas, pas les promoteurs. Parce qu'un gros ouf, il va pas le faire. Il sait qu'il risque, il est sur lui. Hein. Mais les petits, n'hésitez pas, surtout si vous êtes sûr de ce que vous faites. Tu vois la nuance. On est en plein dans la transgression éthique. Tu vois. Et faites-le parce que c'est l'avenir. On va mieux s'en sortir qu'à respecter la réglementation. Donc, tu as la loi ESSOC. Et le rapport Jérôme-Lequien, oui, il est. Alors, c'est plus la partie promotion. Hein. Tu t'aperçois malheureusement que, en fait, les chiffres sont catastrophiques de la promotion, mais pas depuis hier. C'est depuis 2008. Hein. C'est-à-dire que depuis 2008, le marché de la promotion est un marché d'État. C'est l'État qui le subventionne. Et on comprend bien pourquoi. Hein. Ils sont dans la démagogie, ils sont sur les chiffres, ils sont sur je sais pas quoi. Mais en fait, ça ne marche plus, ils continuent. Et donc, malheureusement, les promoteurs, vu qu'ils arrivaient à faire chanter l'État, ça marche. Et là, ça marche plus. Ouais, maintenant c'est compliqué, c'est autre chose. La promotion, je pense qu'elle ne se relèvera pas, hein, tout simplement. Hein. Ouais, possible. Excellent. Hervé, est-ce que les gens vraiment peuvent te retrouver? C'est quoi ton principal canal peut-être où tu es présent? Je suis un peu sur LinkedIn, mais je communique pas trop. Là, c'est un cadre un peu particulier, tu sais, parce que Bien sûr. Ouais. nouveau le réseau, quoi.
J'ai vu en tout cas, enfin moi j'étais sur le site Creki qui est super bien. Il y a même des plaquettes institutionnelles qui précisent justement votre rôle, votre mission, votre mode opératoire et tout ça. J'ai trouvé plein d'infos là-dedans. Donc déjà, je pense que le site c'est un bon premier vecteur. Mais en tout cas, si encore une fois, je refuse jamais un entretien à renouveler avec quelqu'un pour l'aider. Je pense que si tu veux, on a une vraie mission. Moi, je suis beaucoup en collaboration, assez peu en compétition. Et en fait, moi, je rencontre tout le monde, on discute et puis, il y a toujours des synergies, à trouver. Et en tout cas, ce que je fais, moi, je milite pour que tout le monde le fasse, en fait. Parce que la solution, notamment du logement, il y a pas de grande solution, mais c'est des pistes qui vont permettre d'améliorer le quotidien de tout le monde, quoi. Donc j'invite tout le monde à essayer de le faire, quoi, parce que vous allez voir que d'abord, on se sent mieux et qu'en plus, on fait des trucs utiles, donc c'est d'autant plus valorisant. Et en annexe, on n'est pas en crise. Et c'est déjà super bien. C'est cool, hein? Ouais. Voilà. Excellent. Bah, merci beaucoup Hervé. À très bientôt.